Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo de préparation de votre semaine de trading. Le nouveau programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but à chaque fois de préparer notre semaine de trading. L'idée bien évidemment c'est de revenir sur les faits majeurs qui ont marqué la semaine précédente, que ce soit sur un plan macroéconomique ou sur un plan géopolitique. Et revenir par la suite sur ces événements macroéconomiques ou géopolitiques qu'il va falloir suivre tout au long de cette semaine de trading. Et terminer la vidéo tout juste en faisant une brève analyse technique sur des instruments financiers les plus tradés en bourse, sur les actifs financiers les plus tradés, les plus négociés en bourse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Yemta, trader indépendant depuis plusieurs années, notamment 5 ans déjà, et cofondateur d'établissement du trader. Cette entreprise que nous avons décidé de lancer dans l'optique de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons notamment de trading, nous parlons d'investissement en bourse et d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Faites-le maintenant, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Comme chaque dimanche les amis, on essaye de faire une petite vidéo de préparation de notre semaine de trading. L'idée c'est de vous montrer bien évidemment comment est-ce que je prépare ma semaine de trading en faisant bien évidemment une bonne analyse sur un plan purement fondamental et également une analyse sur un plan purement technique. Puisque comme vous le savez déjà, surtout si vous regardez mes vidéos depuis un bon bout de temps, ma stratégie de trading consiste tout simplement à trouver ce juste milieu entre l'approche fondamentale et l'approche technique. Et c'est dans ce sens-là que nous vous accompagnons sur cette chaîne. L'idée c'est de travailler comme un professionnel. Question de maximiser les chances de réussite d'un autre côté lorsque vous allez tout simplement décider d'ouvrir une position sur les marchés financiers. Comme d'habitude les amis, on commence cette vidéo en rappelant bien évidemment le contexte dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous savons que vous ne pouvez faire une bonne analyse fondamentale ou une bonne analyse technique sans savoir au préalable dans quel contexte nous nous trouvons. Si dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons eu à dire qu'on se trouvait dans un contexte d'incertitude, notamment lié à la future trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, cette semaine, ça va pas être le cas. Puisqu'au courant de la semaine dernière, on a eu un certain nombre de données macroéconomiques qui ont tout simplement fait pencher la balance. Qui nous fait bien évidemment penser que lors de la prochaine décision des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui se tiendra le 29 octobre prochain, marquera tout simplement la deuxième baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Et lorsqu'on évolue dans un contexte comme ceci, l'idée bien évidemment serait d'interpréter et d'analyser les prochaines données qui seront publiées avant cette réunion, car les nouvelles macroéconomiques qui vont tout simplement confirmer cette hypothèse, vont tout simplement amplifier les mouvements sur les marchés financiers. Et les nouvelles macroéconomiques qui vont mettre en doute cette hypothèse seront probablement des mouvements qui vont créer des petites phases de repli. Donc là, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Pratiquement 90% des intervenants sur le marché anticipent tout simplement une baisse des taux d'environ 25 points de base du côté de la Réserve fédérale le 29 octobre prochain. Pour ce qui est des nouvelles macroéconomiques qui ont tout simplement fait exploser ces anticipations la semaine dernière, on va notamment mettre en avant le rapport ADP sur le marché de l'emploi qui est ressorti extrêmement inférieur aux attentes. Ce rapport a tout simplement montré que moins de 32 000 emplois ont été créés au courant du mois de septembre par le secteur privé aux États-Unis, ce qui est tout simplement dingue les amis. Cette donnée a tout simplement confirmé ces signes de fébrilité du côté du marché de l'emploi aux États-Unis. En dehors de ce rapport, on a également eu des données comme l'indice de confiance des ménages américains qui est tout simplement ressorti en dessous des attentes du marché, montrant ainsi que bien que la consommation au niveau des ménages américains reste importante, il y a quand même des petits signes d'inquiétude. Lorsque je dis que la consommation au niveau des ménages américains reste importante, c'est en faisant notamment référence aux données des ventes au détail qui ont explosé le mois dernier et aux données également sur le marché de l'immobilier qui ont tout simplement montré une forte hausse des achats du côté des ménages américains au courant du mois passé. Mais en dépit de ces données extrêmement favorables, on a tout de même eu l'indice de confiance du ménage américain qui a légèrement chuté au courant du mois de septembre passé, ce qui bien évidemment devrait interpeller la Réserve fédérale. Et au-delà de ces données, on a également eu les données portant sur l'indice non manufacturé, l'ISM,
qui ont tout simplement montré également un recul de l'indice. Ouais, un peu. En réalité, ces données évaluent le contexte dans lequel évoluent les entreprises, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau des nouvelles commandes, etc., etc. Donc, cette donnée a tout simplement montré un recul de l'indice. Le marché s'attendait bien évidemment à ce que ces données chutent par rapport au mois d'août passé. Mais la chute a tout simplement été plus importante que ce qu'attendait le marché. Le marché s'attendait à cet indice au niveau des 51,8. Plus tard, les données publiées ont tout simplement montré cet indice au niveau des 50,00, pratiquement au niveau de neutralité. Et lorsqu'on se projette à long terme, on constate tout simplement que le contexte dans lequel évoluent les entreprises et tout, que ce soit au niveau de l'emploi, de la production, on constate tout simplement une détérioration. Ouais, un peu les amis. Donc là, en réalité, ce sont des nouvelles macroéconomiques qui la semaine passée ont tout simplement levé le voile face à cette incertitude qu'on avait les semaines précédentes. Et j'aimerais vous rappeler bien évidemment que la baisse des taux d'intérêt est tout simplement synonyme de baisse du rendement associé à une devise. Donc lorsque le marché anticipe généralement une baisse des taux d'intérêt, elle anticipe en réalité la baisse du rendement associé à une devise. Et vous le savez, le but des différents investisseurs sur le marché, c'est de maximiser leur rendement. Lorsque on anticipe une baisse des taux d'intérêt associés à une devise, ces mêmes investisseurs peuvent tout simplement se débarrasser d'une quantité de cette devise pour s'offrir des devises ou d'autres actifs pouvant les offrir des rendements plus importants. C'est pour cette raison que généralement dans l'anticipation d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, on peut observer généralement des mouvements extrêmement baissiers sur le dollar au profit bien évidemment des paires de devises ayant le dollar en devise de contrepartie ou des instruments financiers indexés au dollar comme la bourse en général, donc les actions, les indices boursiers généralement performent pendant cette période. Les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum et tous ces cryptos, vous avez remarqué, le Bitcoin est repassé au-dessus des 124 000 $. Vous voyez, l'Ethereum approche également les 5 000 $. Solana également est plus en train de progresser et repasser au niveau des 230 $. Donc vous voyez, généralement ces signes d'anticipation des baisses des taux d'intérêt sont plutôt favorables à ces différentes classes d'actifs, car les investisseurs peuvent tout simplement ajuster leurs différentes expositions vis-à-vis de certaines classes d'actifs en vendant les classes d'actifs dont le rendement associé à celle-ci est tout simplement en train de chuter pour s'offrir des classes d'actifs dont le rendement associé à celle-ci sont tout simplement en train d'exploser. Donc là les amis, c'est l'interprétation qu'on peut accorder à ce contexte macroéconomique dans lequel nous évoluons. On va switcher bien évidemment sur des nouvelles macroéconomies qu'il va falloir surveiller tout au long de cette nouvelle semaine qui approche à grands pas. Pour cette nouvelle semaine qui approche à très grands pas, les amis, on devrait suivre notamment pour la journée de lundi le discours de Christine Lagarde et tout. C'est d'ailleurs la seule nouvelle que nous allons vraiment suivre sur le calendrier économique pour cette nouvelle semaine qui approche. Pour la journée de mardi, il y a également ce même discours de Christine Lagarde, vous voyez. Et à partir de mercredi, les amis, on va avoir des données portant sur le stock du pétrole brut. Et je ne le cesse de le dire, le pétrole, c'est tout simplement la matière première de base par excellence qui est utilisée aujourd'hui dans pratiquement 80% des entreprises les plus prospères au monde, vous voyez un peu. Donc, avec des données portant tout simplement sur le stock du pétrole brut, on peut anticiper une hausse ou une baisse des demandes en matière première par ces différentes entreprises. Par la suite, les amis, on va suivre le discours de Christine Lagarde aux environs de 18h et on va terminer la journée de mercredi avec les minutes de la Fed, le compte rendu du FOMC qui va être extrêmement important, vous voyez un peu. Et c'est d'ailleurs avec ce compte rendu qu'on va clôturer les débats, un peu, on va clôturer vraiment les débats. Est-ce que c'est sûr que la Réserve fédérale va tout simplement baisser ses taux au courant de ce mois d'octobre, ou est-ce qu'elle peut tout simplement être encore en attente de certaines données pouvant l'amener à prendre une autre décision, un peu.
Et pour la journée de jeudi, il y a ce discours de Jérôme Powell qu'il va falloir suivre, très important, ou un peu à 14h30 à l'ouverture même des marchés américains. Et après cela, on va suivre bien évidemment les inscriptions hebdomadaires aux demandes d'allocation au chômage aux États-Unis. Vous voyez un peu, il va falloir qu'on surveille bien évidemment cela. Le marché s'attend à ce que 223 000 ménages américains demandent une certaine allocation au chômage, vous voyez un peu, contre 218 000 obtenus la semaine précédente, vous voyez un peu. Donc le marché s'attend à ce que plus d'Américains demandent une certaine allocation au chômage, ce qui n'est pas positif bien évidemment pour l'économie américaine. Vous voyez un peu les amis. Donc il va falloir suivre également cela. Pour la journée de vendredi, ça va être la journée la plus importante en tout cas de la semaine, puisque les données NFP qui étaient censées être publiées vendredi passé ont été tout simplement renvoyées à ce vendredi. Ouais, un peu. Donc on va énormément surveiller ces données. Mais les données préliminaires du rapport ADP ont tout simplement confirmé ces signes de fébrilité dont on a vu le mois passé sur le marché de l'emploi américain. Donc à 14h30, on va avoir à la fois les données sur les salaires des ménages américains, la création d'emplois par le secteur non agricole, le taux de chômage. Le marché s'attend bien évidemment à ce que les salaires connaissent une hausse de 0,3% comme le mois précédent et que l'économie américaine ait eu à créer 52 000 emplois au courant du mois de septembre, supérieur aux 22 000 emplois obtenus au mois d'août. Ouais, un peu. Au niveau du chômage, le marché s'attend à ce que le taux de chômage soit resté au niveau des 4,3% comme les 4,3% obtenus au mois d'août. Ouais, un peu. Donc là, ce sont les nouvelles qu'il va falloir surveiller au cours de cette nouvelle semaine. Et comme je le disais, l'idée, c'est comme on a déjà eu à définir le contexte dans lequel nous nous trouvons, serait bien évidemment maintenant de surveiller juste les données qui vont amplifier cela. Ouais, un peu. Par exemple, si on a des données montrant une forte demande d'allocation au chômage américain, cela devrait tout simplement amplifier cette attente d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Ouais, un peu. Si on a également des données montrant que le marché de l'emploi avec le rapport NFP, que le marché de l'emploi américain s'est tout simplement détérioré au cours du mois de septembre, notamment avec le nombre d'emplois créés par le secteur non agricole inférieur aux attentes et inférieur au mois d'août. Cela va bien évidemment amplifier ces attentes de baisse des taux d'intérêt et probablement celle du mois de décembre prochain. Ouais, un peu. Si on a également des données qui montrent une hausse des salaires inférieure aux attentes, cela bien évidemment devrait amplifier également ces attentes de baisse des taux d'intérêt. Donc, il va falloir vraiment suivre ces données qui peuvent amplifier tout simplement ces attentes de baisse des taux d'intérêt. Donc là, les amis, ce sont les données qu'il va falloir suivre au courant de cette nouvelle semaine en bourse et tout. L'idée maintenant sera de faire une brève analyse technique sur des instruments les plus surveillés, les plus tradés en bourse. On va commencer notamment par notre ami euro-dollar. Sur notre ami euro-dollar, les amis, comme vous pouvez le remarquer, on était revenu tester ces zones parce qu'on avait une forte divergence haussière là. Le marché montait et au niveau du RSI, on était plutôt baissier. Ouais, au niveau du RSI, on était plutôt baissier. Par la suite, avec cette petite incertitude liée à la baisse des taux d'intérêt, on a observé une hausse du dollar, ce qui se traduit bien évidemment par une baisse de l'euro-dollar à ce niveau. Ouais, donc on a eu à observer cela durant les semaines précédentes. Et j'ai notamment eu à dire dans la vidéo de dimanche passé que cette zone fétiche des Fibos, vous voyez cette zone fétiche des Fibos parce que elle représente tout simplement la zone fétiche des Fibos de cette dernière structure haussière-ci. Ouais, de cette dernière structure haussière-ci. J'ai eu à dire que c'est cette zone fétiche des Fibos qui allait bien évidemment nous confirmer, notamment sur la future trajectoire de l'euro-dollar. Et ce qu'on a remarqué jusqu'à présent, c'est qu'on est revenu dans cette zone fétiche des Fibos. Vous voyez, on est ressorti là et on a retesté comme ceci, on est ressorti. Donc, on reste au-dessus de cette zone fétiche des Fibos. Ouais, un peu les amis, on reste au-dessus de cette zone fétiche des Fibos. Ce qui sous-entend tout simplement qu'on reste haussier sur l'euro-dollar. On n'a pas encore constaté une rupture de cette dernière structure haussière. Et pour le moment, on peut tout simplement dire que cette dernière structure baissière ici était tout simplement un mouvement correctif. Vous voyez un peu les amis. Et regardez au niveau du RSI, on est en dessous de la zone de neutralité. Pour le moment, on est en train d'osciller dessus. On est en train d'osciller dessus. Ouais, un peu. Donc,
Ces jours, on va suivre bien évidemment la position du RSI vis-à-vis de cette zone de neutralité. Si on revient fortement au-dessus comme ceci et qu'on observe un marché qui brise ce dernier plus haut, l'idée bien évidemment serait d'accompagner le marché dans sa nouvelle dynamique haussière. Vous voyez un peu. L'idée bien évidemment serait d'accompagner le marché dans cette dynamique haussière. Cela devrait tout simplement être en phase avec cette hypothèse d'attente des baisses des taux du côté des États-Unis. Car j'ai bien évidemment dit, une baisse des taux peut tout simplement peser sur le dollar et contribuer à la hausse des paires de devises ayant le dollar en devise de contrepartie comme l'euro-dollar. Ouais, un peu. Donc, on va notamment surveiller cela. Ouais, un peu. Et l'idée bien évidemment pour moi serait de chercher des positions acheteuses sur l'euro-dollar au courant de cette nouvelle semaine. Ouais, un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, les amis. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. On va notamment regarder une autre classe d'actifs, la crypto. On va prendre le Bitcoin. Du côté du Bitcoin, les amis, j'ai bien évidemment dit dans les dernières vidéos que seule la cassure de cette zone fétiche des Fibo devrait me faire passer en tout cas baissier du côté du Bitcoin. Ouais, un peu. Donc seule cette cassure des Fibo. Et pour le moment, on reste largement au-dessus de cette zone fétiche des Fibo. Et regardez cette structure en double bottom qu'on a créé sur les plus bas à ce niveau. Regardez cette structure en double bottom. Je vais à ce niveau, on va voir cette structure en double bottom qu'on a créé sur les plus bas à ce niveau. L'objectif de cette structure, elle est là. L'objectif de cette structure, elle est là, les 127 000 $. Donc on devra en tout cas atteindre probablement les 127 000 $, peut-être aujourd'hui ou en tout cas les jours à venir. Vous voyez un peu. Au niveau du RSI, c'est plutôt limpide. On est repassé fortement au-dessus de notre zone de neutralité, quelque chose qui est plutôt intéressant. Vous voyez un peu, c'est plutôt intéressant. Donc du côté du Bitcoin, en tout cas, tout est positif, les amis, tout est positif. Et j'ai également insisté dans la vidéo passer à suivre cette formation-ci. Faut pas qu'on soit en train de former le double bottom à ce niveau. Ouais, un peu. Donc il va falloir suivre cette formation-là. Ouais, un peu. Il va falloir suivre cette formation-ci, bien évidemment, les amis. Donc cette hausse du Bitcoin, en tout cas, confirme juste l'hypothèse et l'environnement macroéconomique dans lequel nous évoluons. Vous voyez un peu une baisse des taux d'intérêt du côté des États-Unis pour tout simplement pousser les investisseurs à se diriger vers des instruments financiers un peu plus risqués. Ces instruments financiers qui sont indexés en dollars, lorsque le dollar baisse, on peut tout simplement observer une hausse de tous ces instruments financiers. Vous voyez un peu, notamment le Bitcoin, les indices boursiers et tout. Donc du côté du Bitcoin, en tout cas, tout est positif et cela est tout simplement en phase avec nos arguments fondamentaux. Donc là, c'est ce qu'on peut dire du côté du Bitcoin. On va prendre le dernier actif qui est tout simplement le S&P 500 et essayer également de faire une petite analyse technique dessus. Du côté du SP500, comme vous pouvez le remarquer, on a atteint notre objectif de la semaine passée. Vous voyez, on a atteint cet objectif durant les vidéos précédentes. On avait depuis marqué ces derniers objectifs que nous donnait l'outil Fibonacci. Bien évidemment, on avait atteint celui-ci, on a atteint celui-ci et on a atteint également celui-ci. Ouais, un peu, c'est plutôt positif également du côté du SP500 et c'est tout à fait normal en fait. C'est tout à fait normal. Regardez au niveau du RSI, nous restons extrêmement positif, mais on a des petits signes de divergence sur les sommets. Le marché est aussi là, le marché est baissier à ce niveau. Ouais, un peu. Le marché est aussi là, mais on est plutôt baissier là. Donc il va falloir surveiller un peu ces signes de divergence en tout cas. Mais il faut savoir que les signes de divergence ne présagent pas toujours un changement de tendance. Elles peuvent tout simplement présager une petite correction à venir, notamment celle-ci. On observe déjà des petits mouvements baissiers, vous voyez un peu. Après avoir atteint ce niveau, on observe déjà ces petits mouvements baissiers. Vous voyez. Donc, du côté du SP500, les amis, comme vous pouvez le remarquer, tout est positif. Tout est positif. La ligne des tendances, elle a soutenu la hausse depuis mai 2025. Nous sommes toujours au-dessus de cette ligne de tendance et tout. Et bien évidemment, ça va être une ligne qui va être extrêmement suivie durant toute cette hausse du S&P 500. Parce que en cas de cassure d'une ligne de tendance, c'est pareil, on peut tout simplement observer une accélération baissière. Ouais, mais pour le moment, tout est positif du côté du SP500. Et si on repasse au-dessus de ce niveau, vous voyez,
Et si on repasse au-dessus de ces niveaux, ouais, on peut probablement revenir chercher ce second objectif. Ouais, ce second objectif des Fibo, on peut déjà le marquer là. À 6882 points. Ouais, un peu. Donc, si on passe au-dessus de ce niveau, on peut potentiellement venir rechercher à ce niveau. Ouais, un peu, les amis. Donc, là, les amis, c'est la brève analyse technique, en tout cas, qu'on peut faire sur ces instruments financiers les plus tradés en bourse. Ouais, un peu. Et ce qu'on peut en déduire de cette petite analyse, c'est qu'elles sont en phase avec le contexte macroéconomie dans lequel nous évoluons. Ouais, un peu. Et avec des anticipations des baisses des taux de la Réserve fédérale, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, les amis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, les amis. En dessous de cette vidéo, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Vous nous contactez si vous souhaitez tout simplement prendre un accompagnement chez nous. Vous voyez un peu, les amis. D'ici à là, nous vous souhaitons tout simplement une très bonne semaine et du succès, en tout cas, sur les marchés financiers. À très bientôt, les gars.